Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet vraiment important et qui nous touche tous de près ou de loin. Les troubles des conduites alimentaires, qu'on appelle aussi TCA. L'idée, c'est de mieux comprendre ce qui se cache derrière ces 3 lettres et surtout d'avoir quelques clés pour savoir comment aider un proche qui pourrait être en souffrance. Allez, on attaque direct avec l'idée la plus tenace. Non, un TCA, ce n'est pas juste une histoire de régime qui a mal tourné ou un manque de volonté. C'est bien plus profond que ça. On parle de véritables maladies mentales, complexes, qui ont des conséquences physiques très sérieuses. Et vraiment, ça peut toucher absolument n'importe qui. Oublions les clichés. Du coup, pour vraiment comprendre, il faut regarder au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette. C'est là que tout se joue en fait. Alors qu'est-ce qui se passe réellement derrière un TCA? En fait, un trouble des conduites alimentaires, c'est quand la relation à la nourriture, au poids, à son propre corps, devient une source de souffrance psychologique tellement énorme qu'elle finit par tout envahir. La vie de tous les jours, les relations, les pensées. Le vrai cœur du problème, c'est cette détresse, cet impact global. Et ça, c'est peut-être le point le plus important à déconstruire. On a cette image en tête de la personne extrêmement maigre, mais c'est une vision très limitée. Une personne qui souffre de TCA peut avoir un poids considéré comme faible, normal ou même élevé. L'apparence, vraiment, n'est pas un bon indicateur. Bon, maintenant qu'on a posé ces bases, regardons un peu plus en détail les différentes formes que peuvent prendre ces troubles, parce qu'ils n'ont pas tous le même visage. Alors, ce tableau nous aide à y voir plus clair. Il y a l'anorexie mentale, qui est souvent caractérisée par une restriction très forte. Et puis, on a 2 autres troubles qui partagent un point commun, les crises où l'on mange énormément, la boulimie et l'hyperphagie boulimique. La grosse différence entre les deux, c'est ce qui se passe juste après. Dans la boulimie, il y a cette tentative de compenser la crise, par exemple en se faisant vomir. Dans l'hyperphagie boulimique, cette phase de compensation n'existe pas. Très bien. Maintenant, la partie la plus concrète et peut-être la plus utile, comment on fait pour repérer les signaux? Quels sont les petits indices qui devraient nous mettre la puce à l'oreille? Le plus souvent, les premiers changements, on les voit dans les habitudes. Ça peut être une obsession pour le contrôle, on compte chaque calorie, on fait du sport de manière excessive, on évite de plus en plus les repas avec les autres. Ou à l'inverse, on peut remarquer des signes qui évoquent une perte de contrôle, comme de la nourriture qui disparaît bizarrement, mais dans tous les cas, ce qui est très fréquent, c'est l'isolement et le secret autour de tout ce qui touche à l'alimentation. Ça, c'est un vrai drapeau rouge. Et voilà un exemple typique. Trouver systématiquement des excuses pour ne pas manger en groupe. Ah non, merci, j'ai déjà mangé. En fait, je n'ai pas très faim ce soir. C'est souvent une stratégie pour cacher ce qui se passe vraiment. Après les comportements, il y a le corps qui parle. Et ces signaux sont souvent très clairs. Des variations de poids importantes, une sensation de froid permanente, des vertiges, de la fatigue. C'est littéralement le corps qui sonne l'alarme et qui dit que quelque chose ne va pas. Et puis, il y a la partie immergée de l'iceberg, les signes psychologiques. C'est le moteur de la maladie. Une obsession quasi permanente pour son apparence, une estime de soi très basse, une anxiété énorme qui monte à l'approche des repas. C'est une souffrance qui est souvent invisible pour les autres, mais qui est au cœur du trouble. Ça se traduit aussi par une sensibilité à fleur de peau. La moindre petite remarque sur le physique, même si elle n'est pas mal intentionnée du tout, peut être vécue comme une véritable agression et déclencher une angoisse terrible. Ok, savoir reconnaître les signes, c'est la première étape, elle est cruciale. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comment on aborde la personne? Comment on lui propose son aide sans être maladroit? Alors, comment on s'y prend concrètement? La manière de faire est super importante. D'abord, on choisit un moment tranquille où on est seul. Ensuite, on parle en utilisant je m'inquiète, j'ai l'impression que, pour ne pas accuser. Et surtout, on essaie de parler du mal-être général, pas juste de la nourriture. Le but, c'est de créer un espace où la personne se sent en sécurité pour parler et de tendre une perche, sans jamais juger. La différence est subtile, mais elle change tout. Dire « je m'inquiète pour toi », ça vient de soi, c'est une main tendue. Dire « tu m'inquiètes », ça peut être reçu comme un reproche, et là, la personne risque de se fermer comme une huître. On ne cherche pas la confrontation, on cherche l'ouverture. Bien sûr, ce qui fait peur quand on veut aborder le sujet, c'est la réaction de l'autre. On a peur du conflit, du déni. Alors comment on fait si la personne se braque ou pire, se met en colère? Si la réaction est négative, il faut essayer de comprendre pourquoi. Ce n'est souvent pas contre nous. C'est peut-être la peur qui parle, la honte ou simplement le fait que la personne n'est pas encore prête à voir le problème en face. Garder ça en tête, ça aide à ne pas prendre les choses personnellement et à ne pas se décourager. Et là, c'est la règle d'or. Si la conversation tourne mal, on n'insiste pas, on n'argumente pas. L'objectif n'est pas de prouver qu'on a raison, mais de maintenir le lien. Il faut parfois savoir faire un pas en arrière, laisser la porte ouverte et juste redire que quoi qu'il arrive, on est là. On arrive presque à la fin et s'il y a une dernière chose vraiment essentielle à retenir, c'est l'importance du timing.
Il ne faut pas attendre. C'est aussi simple que ça. Plus on intervient tôt, plus la personne a de chances de s'en sortir et de guérir. Plus on attend, plus la maladie s'installe, plus elle s'ancre, et plus le chemin vers la guérison sera long et difficile. Il faut aussi savoir que parfois, la situation peut basculer et devenir une urgence médicale vitale. Et dans ces cas-là, il faut savoir exactement quoi faire. Voilà la liste des signaux d'alerte ultime. Des choses qui ne doivent jamais, jamais être prises à la légère. Des idées suicidaires, un évanouissement, une douleur dans la poitrine. Face à l'un de ces signes, il n'y a plus de questions à se poser. C'est une urgence absolue et il faut appeler les secours immédiatement. On peut se sentir complètement démuni. On se dit qu'on n'est pas médecin, qu'on ne peut pas guérir la personne. Et c'est vrai. Mais ce n'est pas ça le but. L'objectif, c'est juste d'être le premier maillon. La personne qui tend la main, qui ouvre une porte et qui permet à toute la chaîne de soins de se mettre en marche. Et si finalement ce simple geste, cette conversation, c'était le premier pas le plus important de tous ?